Merci vraiment infiniment au musée Perra pour plusieurs raisons. D'abord pour m'inviter, bien sûr, mais surtout pour avoir organisé une exposition aussi remarquable sur ce grand artiste, réalisateur, Sergueï Parajanov. J'ajoute, parce que c'est quand même extraordinaire, je l'ai déjà raconté, parce que en 1988, nous avons organisé à Paris, au Centre Pompidou, c'était moi qui étais l'organisateur et celui qui a établi le catalogue à l'époque, une grande rétrospective de films géorgiens, de Géorgie. Et tout naturellement, nous avons pensé à inviter Sergueï Parajanov dans le cadre de cette rétrospective de films géorgiens. J'en parlerai ensuite aussi parce que ce n'était pas si évident que ça. Qui était Parajanov et qu'est-ce qu'il représentait? Mais évidemment, il était né à Tiflis en 1924. Il a vécu, pas toute sa vie, mais une grande partie de sa vie à Tbilissi, à Tiflis. D'abord son enfance, ses premières études, et ensuite il est revenu dans la dernière partie de sa vie. Il a vécu de nouveau dans la maison de ses parents à Tbilissi. Et pour nous, c'était évident qu'il devait faire partie de cette rétrospective avec les films qu'il avait tournés en Géorgie. Et nous nous sommes adressés à ce moment-là au directeur du musée d'art moderne du Centre Pompidou, parce que le Centre Pompidou, c'est une énorme structure. Il y a un musée d'art moderne, en lui proposant que parallèlement à la rétrospective de films qui allait durer plusieurs mois, il y ait une exposition de ce que vous avez en haut, c'est-à-dire l'autre partie de l'œuvre de Parajanov, ses collages, ses poupées, ses chapeaux, et ses dessins, etc. J'ai été reçu, puisque c'est moi qui portais le projet, j'ai été reçu par le directeur du musée d'art contemporain du Centre Pompidou, qui a regardé le dossier et qui m'a dit « On ne peut pas faire ça, ce n'est pas un artiste, ce n'est pas de l'art ». Et malheureusement, en dépit du fait que nous avions le soutien d'Yves Saint-Laurent, nous n'avons pas pu faire cette exposition à ce moment-là. Et je rêve toujours que quelqu'un, pas forcément moi, arrive à organiser cette exposition à Paris. J'espère qu'à la suite de celle-ci, si magnifique, les gens du musée d'art moderne ou du Centre Pompidou aient l'idée de le faire. On invite donc Parajanov à Paris. On l'accueille à l'aéroport, on l'amène à son hôtel, à l'hôtel où était toute la délégation. Il n'y avait pas que lui, il y avait le directeur des studios, Réseau de Chreizé, il y avait plusieurs cinéastes, les frères Chengelaya. Et on l'installe dans sa chambre, je lui montre sa chambre. Et c'est là que, je dirais, Parajanov c'était un magicien. Il rentre dans la chambre, il avait 2 grosses valises. Il regarde la chambre, c'était un hôtel du quartier latin, rue Claude Bernard, et il ouvre ses valises et il commence à sortir des objets, des tissus. Et en 10 minutes, il avait transformé la chambre. Et la chambre était devenue une sorte de pièce de Parajanov, décorée par des choses caucasiennes. Il avait un sabre, des cornes où on boit le vin en Géorgie, des tissus. Vraiment, c'était tout à fait extraordinaire. J'ai connu Parajanov. D'abord, je suis un cinéphile. J'ai dirigé pendant de nombreuses années un ciné-club à Paris. Et ensuite, donc j'ai vu les films de Parajanov. Petit à petit, au fur et à mesure qu'ils sortaient en France, et presque tous étaient sortis en France, sauf en fait les films de la première période ukrainienne, les films qu'on considère comme étant des films du réalisme socialiste. Il y a des critiques cinéma de l'époque soviétique, dans les années 60, qui ont dit de ces films que c'était vraiment des films conformistes, ce qui n'est évidemment pas la caractéristique de Parajanov telle qu'elle va s'établir ensuite. Donc, j'avais vu, comme les cinéphiles parisiens, ces films. Et ensuite, moi, je suis géographe. J'ai 2 professions, en fait. Je suis géographe d'un côté et
spécialiste du cinéma soviétique, caucasien, de l'autre. Et j'ai donc... je travaillais sur le Caucase comme géographe. J'ai fait ma thèse sur le Caucase. Et en même temps, je m'intéressais au cinéma. Et j'ai fait la connaissance au Festival d'Avignon de deux grands cinéastes géorgiens. L'un était Rezo Chreizé, le directeur pendant de longues années des studios de cinéma, de Gruzia Film, et d'autre part de Marlen Khoutsiev, qui est un des grands cinéastes géorgiens d'origine géorgienne, qui ensuite a travaillé beaucoup à Moscou et dont les principaux films ont été tournés en Russie en fait. Et Rezo Chreizé m'a ensuite invité au studio. Il savait que j'aimais le cinéma et il m'a dit les portes sont ouvertes. Tu peux voir tous les films que tu veux. C'était en 74-75. C'est-à-dire, c'est une époque, c'est important, où en Géorgie, il y avait une sorte de dégel qui était dû au fait que depuis 1972, la République était dirigée par un certain Eduard Shevardnadze, qui à l'époque était juste quelqu'un de la nomenclature soviétique, et qui ensuite est devenu donc premier secrétaire du Parti communiste de la République de Géorgie, et ensuite ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev. Et en fait, Eduard Shevardnadze a eu une politique culturelle à ce moment-là, à partir de 1974-1975, assez ouverte. Et c'est ça qui a permis aux cinéastes géorgiens de faire pas mal de films qui étaient des films qui sortaient complètement du réalisme soviétique. Moi, je ne parle pas géorgien, je parle russe. Et donc, on m'avait confié une traductrice qui m'accompagnait pour voir les films géorgiens qui n'étaient pas sous-titrés, qui étaient en géorgien. Et cette femme, Manana Baratashvili, il s'est trouvé que c'était une très proche amie de Parajanov. Parajanov, donc je ne vais pas vous refaire la vie de Parajanov que vous avez vu en haut, mais c'est grâce à elle qu'un jour elle m'a dit « on va aller chez Sergueï ». Et elle m'a emmené dans cette maison qui malheureusement a disparu parce que son fils, Soren, l'a vendue. Et les Géorgiens, qui ont une attitude assez compliquée par rapport à Parajanov, n'ont pas réussi à la conserver. Et donc elle a disparu. Il y a toujours une maison, mais elle a disparu comme elle était à cette époque. À cette époque, donc, cette maison, côté Mesri et 7, c'est au 7 de cette rue, dans un des plus vieux quartiers de Tbilissi, c'était une maison en bois, comme il y en avait beaucoup ici aussi, avec un étage. Il y avait une cour, on rentrait par la cour, il y avait un petit escalier en bois, et on arrivait sur une... il y a quelques photos de la maison dans l'exposition, une ou deux photos. On arrivait sur un balcon qui faisait un tour comme ça, et c'est là qu'il y avait à la fois la sœur de Parajanov, son aîné, et les deux petites pièces où vivait Parajanov, et c'était la maison des parents. Il l'avait complètement décoré, on rentrait, alors soit il nous recevait soit sur le balcon, et sur le balcon, il avait sur le mur, je ne sais pas ce qui... Malheureusement, je crains que cette fresque-là a disparu, il y avait un grand mur où il avait petit à petit fabriqué une fresque. Il y a une photo de lui en haut, où on le voit, le dos à ce mur avec la fresque autour de lui. Il recevait sur le balcon, ou bien, quand il faisait pas beau, ou quand il fallait manger, etc., dans la pièce principale, où il y avait une grande table ronde, beaucoup d'objets. J'avoue que quand j'y allais, je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait réussi à conserver autant de ses œuvres. Mais tous les placards, les tiroirs étaient pleins de choses. De temps en temps, il en sortait. Et ce qui frappait d'abord, c'était le provocateur. Parajanov, provocateur. Il adorait ça. Et il le faisait et il recevait toujours les gens sur un mode... La première fois qu'il m'a vu, on m'a présenté en disant « Voilà, c'est un Français, un jeune Français qui aime le cinéma, il aime tes films. Un Français ? Qu'est-ce qu'il a à vendre? Qu'est-ce que tu as à vendre en russe? Qu'est-ce que tu veux acheter? » Voilà. Et ensuite, il sortait des choses.
en disant, voilà, tiens, ça c'est à vendre. J'ai une photo de lui avec un vase de galets, vous savez, les verriers de Nancy, qui est très célèbre au début du XXe siècle. Un vase de galets comme ça, et qu'il montrait comme ça en disant, regarde, c'est un galet, c'est un vrai galet, c'est pas une copie. Il y a son nom là gravé. Et puis, etc. Et effectivement, il racontait à la fois ses souvenirs d'enfance. Son père était antiquaire et il avait en permanence ce contact. Il a eu en permanence dans son enfance ce contact avec ces objets. Une des anecdotes qu'il adorait raconter, c'était que quand il était petit, c'était au début, il est né en 24, donc c'était au début du pouvoir soviétique, une période difficile en Géorgie, et il racontait que il y avait des raids de la police qui voulaient vérifier ce que faisait son père, antiquaire, qu'est-ce qu'il vendait, qu'est-ce qu'il achetait. Et à chaque fois que la police arrivait, on les repérait de loin, parce que toute la rue, il y avait des amis, les voisins, attention, la police arrive. Et à ce moment-là, le père donnait des bijoux à Parajanov, enfant, en lui disant « avale-les ». Et il mangeait les bijoux comme des bonbons. Et il les rejetait ensuite, naturellement, par les voies naturelles, et le père récupérait les bijoux. C'était une façon de les cacher pendant que la police fouillait la maison. Et donc ce contact avec les objets de son père antiquaire, les objets qui décoraient la maison, ça fait partie des sources d'inspiration, certainement, de Parajanov. Et à plusieurs reprises, vous savez qu'il a été 3 fois en prison, une fois en 48, une fois en 74, 73, 74, pour 4 ans. Et j'en reparlerai, c'est une période très difficile. Et une fois ensuite en 82. Et à chaque fois, parmi les chefs d'accusation qui traînaient, c'était trafic d'antiquités, ce qui à l'époque soviétique était effectivement un motif d'emprisonnement. Et en réalité, c'est bien ce qu'il faisait à certaines périodes de sa vie. Et à certaines périodes de sa vie, effectivement, il a vécu de cela. La provocation, ça pouvait être aussi cette maison, le quartier de Tbilissi où il vivait, c'était un des quartiers, comme tout Tbilissi, je dirais, multiethnique. Ça veut dire qu'il y avait une majorité de Géorgiens, mais il y avait des Arméniens, il y avait des Grecs, il y avait des Assyriens, il y avait des Tatars, il y avait des Russes, et il y avait, tout cela était mélangé, et il jouait de ces mélanges en disant « Tiens, j'ai un nouveau petit ami ». Il jouait aussi de cette accusation qu'on a souvent formulée contre lui, qui a été un des motifs de ses emprisonnements, c'est-à-dire l'homosexualité, et il affichait assez volontiers, sans aller très loin, mais en disant « Ah, voilà, mon jeune nouveau protégé ». Et il montrait un bel et faible qu'on retrouvait ensuite dans un de ses films. Et il jouait de cela. Il jouait aussi de ses maladies. En tout cas, à l'époque où je l'ai connu, c'est-à-dire dans le début des années 80, quand il était à la fois, il était malade, effectivement, parce que son deuxième emprisonnement, qui a duré 4 ans, a été extrêmement dur, surtout au début. Après, comme c'est expliqué dans l'exposition, ses talents de dessinateur ont fait qu'il a réussi à amadouer, je ne sais pas comment dire les choses, les caïds, les chefs des bandes à l'intérieur de la prison, du camp où il était. Si bien que son régime, qui était dur, a été relativement protégé par ces caïds, c'est un peu paradoxal, qui au début, au contraire, le traitaient de la pire façon, parce qu'il avait été condamné en 1974 pour viol et homosexualité. C'est-à-dire parmi les chefs, et pas pour les raisons politiques, qui étaient les vraies raisons pour lesquelles il avait été arrêté. Mais visiblement, les juges avaient préféré trouver ce type d'accusation, parce que du coup, ce n'était pas un condamné politique, c'était un condamné pour des affaires triviales. Et donc,
son régime a été un peu favorisé une fois que les caïds de la prison ont compris que c'était un dessinateur et qu'il leur a fait des portraits, il a fait des... Enfin, il y a eu une édition de toutes les lettres de prison qui a été éditée, et on se rend compte à la fois le régime qu'il a subi, tout ce qu'il raconte sur la façon dont il était traité, la façon dont il a amadoué un petit peu les gens, la mauvaise nourriture, et c'est là qu'il a, en tout cas, peut-être qu'il était déjà malade, mais c'est là que la maladie, sa maladie principale, enfin, c'est pas celle qu'il a emportée, le cancer, mais le diabète qu'il a ensuite dû traiter pendant tout le reste de sa vie, s'est vraiment déclaré. Donc il était diabétique, et une de ses provocations favorites, quand il y avait du monde autour de la table, il sortait une petite boîte métallique, il sortait une seringue, et il se faisait des injections d'insuline devant tout le monde et de façon extrêmement démonstrative. Il y avait aussi des provocations, je dirais provocations politiques, parce que chez lui, et moi je l'ai connu à l'époque à Tbilissi, mais on sait par les souvenirs des uns et des autres que c'était la même chose quand il vivait à Kiev. Il était très accueillant. Tout le monde pouvait rentrer chez lui et il y avait donc toujours des invités. La règle, c'était que lui n'avait jamais d'argent, officiellement, et donc il n'avait pas de quoi acheter à manger, et donc c'était les invités qui apportaient des choses à manger. C'était ça un peu la règle. Mais parmi les invités, il pouvait y avoir... Alors il y a eu beaucoup d'invités célèbres, des cinéastes, des écrivains. Au fond, surtout dans les années 80, après son 3e passage en prison, les choses étaient un peu plus tranquilles. Et c'était un des must. Tous les artistes, les intellectuels étrangers ou moscovites qui venaient à Tbilissi, c'était un des lieux où il fallait avoir été, c'était la maison de Parajanov. Et donc on a des photos avec Mastroianni, avec des Italiens, avec des Français, etc., avec Tarkovsky, avec tous les grands noms de cette époque qui ont visité Tbilissi à ce moment-là, pratiquement, sont allés chez lui. Et alors, il y avait donc des gens plus ou moins connus, il y avait des Géorgiens, ses amis géorgiens, tous les Géorgiens n'étaient pas ses amis, mais il avait de vrais amis à Tbilissi, des cinéastes, des acteurs, des musiciens, puisqu'il avait été lui-même chanteur. Et il y avait des gens qu'on ne savait pas très bien. Et donc, on se demandait s'il n'y avait pas des gens du KGB qui étaient là pour surveiller, qu'est-ce qu'ils disaient. Et au fond, il disait tout ce qu'il pensait de façon souvent la plus provocatrice possible. Sur sa porte, derrière quand on rentrait dans la pièce, dans la grande pièce, sur la porte, il avait affiché un des oukases, c'est-à-dire des décisions du directeur de Goskino, de l'époque, c'est-à-dire le ministère du cinéma, qui indiquait que son projet qu'il avait déposé de film, de scénario de film sur Diemon, le démon, le poème de Lermontov, qui se passe dans un Caucase un peu imaginaire, mais qui se passe au Caucase, était refusé, avec des raisons absurdes, qu'on ne pouvait pas laisser un cinéaste géorgien ou arménien traiter un poème d'un auteur aussi important que Lermontov et qu'il allait le trahir, que le scénario qui était proposé était une trahison de la richesse de ce poème de Lermontov. Et il commentait évidemment de façon sarcastique toutes ces décisions négatives qu'il avait reçues sur le nombre de scénarios qu'il avait proposés, soit à Kiev, soit à Moscou, soit à Tbilissi, soit à Erevan, et qui étaient refusés
pour des motifs qui évidemment cachaient d'autres raisons, qui étaient les raisons politiques ou esthétiques, parce qu'ils ne rentraient pas dans les cadres de cette époque. Et donc on ne savait jamais si autour de la table il n'y avait pas donc un mouchard qui allait faire une note en disant voilà, encore une fois, Parajanov a critiqué le pouvoir soviétique, a critiqué Brejnev à l'époque de Brejnev et s'est lancé dans une de ses diatribes anti-soviétiques. Et cet aspect de rebelle permanent ou de provocateur permanent, il l'a assumé au fond tout au long de sa vie. Et malheureusement, c'est quand même évidemment pour cette raison qu'il n'a jamais été vraiment en odeur de sainteté et qu'il a eu autant de démêlés avec les autorités. Moi, je l'ai connu évidemment à une époque qui était relativement plus tranquille, plus exactement. Après sa libération, bon, je vous ai dit qu'il avait été 3 fois en prison. La première fois, c'était en 1948. Il était à Tbilissi alors qu'ils étaient en train, le groupe d'étudiants au VGIK, le fameux institut de cinéma de Moscou, très soudé, très intéressant, très riche. Il y a plusieurs des grands cinéastes soviétiques qui étaient dans cette classe de Savchenko, le grand réalisateur d'origine ukrainienne, à ce moment-là. En même temps, il y avait Khrouchtchev, il y avait Naoumov, Alov, plusieurs vraiment des cinéastes qui ont marqué cette époque. Et Savchenko leur avait proposé d'être les assistants d'un des films qu'il était en train de tourner, le 3e coup, Tretyi Udar, et ensuite de préparer avec lui son film suivant, Taras Shevchenko, grand poète ukrainien. Et donc, ils étaient tous en train de travailler avec Savchenko, et lui est parti à Tbilissi quelques jours, et c'est là qu'il s'est fait arrêter, avec là encore, déjà la première fois, un mélange d'histoires, de relations avec des hommes ou pas, et une histoire politique. Et parce qu'il prenait toujours position dès cette époque, on est en 1948, il a 24 ans, il prenait position pour défendre des gens qui étaient critiqués, accusés de ne pas être assez dans l'idéologie soviétique dominante. Et heureusement pour lui, à ce moment-là, il a été défendu par Savchenko et par plusieurs des professeurs du VGIK, ce qui fait qu'après quelques mois, il a été libéré. Et ce comportement s'est reproduit à plusieurs reprises. Ensuite, donc, Savchenko est mort, mais les étudiants ont fini le film. Ils ont eu l'autorisation de finir ce film, Taras Shevchenko. Et à ce moment-là, le grand directeur des studios de Kiev, Dovzhenko, l'a invité à Kiev. Et c'est là qu'il a commencé réellement sa carrière. Et assez rapidement, il a à la fois fait un certain nombre de films. Les premiers, comme je l'ai dit, étaient assez conformistes et pas très intéressants. On les regarde avec curiosité aujourd'hui parce que, au fond, on cherche dans ces films du début des années 60 le Parajanov d'après. Et curieusement, il n'y en a pratiquement aucune trace. Mais en même temps, il s'est mêlé de la vie culturelle et intellectuelle de Kiev avec il y a une chose qui l'a beaucoup marqué. Il s'est marié une première fois avec une jeune femme tatare, d'origine tatare. Il s'est marié en janvier et sa femme a été assassinée en février, 1 mois après, par des parents. Parce que ses parents ne supportaient pas que leur cousine ait épousé quelqu'un qui n'était pas musulman
et qui était quelqu'un de complètement différent, visiblement, du milieu familial où cette jeune femme avait été élevée. Et ça l'a beaucoup marqué, cet assassinat qui le touchait évidemment de très près. Et donc il avait une sorte d'hypersensibilisation qui venait à la fois de la ville où il était né, c'est-à-dire un Arménien de Tiflis. Je rappelle qu'au début du siècle, du XXe siècle, il y avait pratiquement, on estime qu'il y avait pratiquement la moitié de la population de Tbilissi, de Tiflis, qui était d'origine arménienne. Et donc, mais il avait été à l'école russe. Il parlait bien mieux le russe que l'arménien, qu'il ne parlait pratiquement pas très bien. Il parlait mieux le géorgien que l'arménien. Et au fond, il était vraiment, on pourrait dire, bien que ça soit pas très, c'est pas forcément très politiquement correct, qu'il était un produit assez typique soviétique du Caucase. C'est-à-dire, dans ses sources culturelles, intellectuelles, familiales, un mélange de toutes sortes d'influences, des influences géorgiennes évidemment, des influences arméniennes par sa famille, des influences russes, et par la Russie, comme pour beaucoup de soviétiques, toute la culture européenne, parce que ça arrivait par le canal des livres et de l'école et de l'université en russe, et puis des influences orientales, sans doute du fait de son père antiquaire et de son goût pour les objets, pour les décorations, et on voit bien ensuite dans ses films cet orientalisme qui était facilement compréhensible à Tbilissi. Influence persane, influence ottomane, influence d'Asie centrale, avec ce goût qu'on retrouve dans tout le Caucase, de certaines décorations, des tapis, de l'orfèvrerie, etc. Donc, vraiment, et lui a joué en permanence, je dirais, il jouait toujours sur les frontières culturelles, sur les frontières ethniques, sur les frontières religieuses. Et si vous réfléchissez à la façon dont ces films, ces œuvres qu'on retrouve ici, on a très souvent ce mélange de genres, ce mélange d'influences qui était vraiment... Et là aussi, il pouvait être provocateur en proposant de façon assez systématique des héros pour des films qui étaient très marqués par ces frontières culturelles ou religieuses. On a souvent... Alors, il n'a pas pu toujours réaliser ces projets, mais si on fait la somme de ce qu'il a écrit et fait et de ce qu'il a écrit et n'a pas pu réaliser, on se rend compte qu'il y a souvent... On a des héros qui changent de religion ou qui refusent de changer de religion. Des héros qui sont, je dirais, transnationaux ou en tout cas transculturels, comme Sayat-Nova, qui était un grand poète, mais qui connaissait aussi bien l'arabe, le persan, l'arménien, et qui a subi, parce qu'il vivait à une époque très trouble où au fond, il y avait des batailles, des guerres incessantes entre ces différentes composantes. Et Parajanov jouait avec ça et mécontentait tout le monde, finalement. Parce qu'il n'était pas très pointilleux sur la véracité de ses sources. Parce que, pour lui, il est clair que c'était un artiste. Et ce qu'il proposait, en définitive, c'était son interprétation, que ce soit des personnages historiques réels, que ce soit des personnages mythiques. Sayat-Nova est un vrai poète qui a vraiment existé, mais déjà le simple fait de proposer de le faire jouer par une femme, et que cette femme joue plusieurs rôles
dans le même film, ça a été considéré par certains Arméniens, par certains Géorgiens, comme une hérésie. Et de la même façon, au fond, Les Chevaux de Feu, son premier chef-d'œuvre, ou L'ombre des ancêtres oubliés, part d'un roman d'un écrivain ukrainien qui porte sur une ethnie non ukrainienne de l'ouest des Carpates, les Goutsouls, et il y a des historiens, des anthropologues, qui ont essayé, qui ont vérifié dans quelle mesure tel ou tel objet était réellement utilisé ou pas par ce peuple. Et on s'aperçoit qu'en fait, il interprète, la plupart des scènes fourmillent de fautes grossières, mais voulues. Parce qu'au fond, il se moquait de la réalité ethnographique ou anthropologique de ce qu'il montrait, parce qu'il faisait une œuvre de créateur, à partir d'une légende de ce peuple, et en même temps, et c'est là que ça devient fascinant, il tourne le film en ukrainien, et il impose que le film soit montré en ukrainien à une époque où pratiquement tous les films ukrainiens étaient tournés en russe et où pratiquement la langue ukrainienne n'était guère utilisée, en tout cas au cinéma, si bien que quand le film sort, il est accueilli par la critique à Kiev comme une sorte à la fois de miracle et de scandale, selon de quel côté on se plaçait. Miracle pour les nationalistes ukrainiens qui disent voilà enfin un vrai film ukrainien, même s'il y a des tas d'erreurs à propos de l'ethnographie des Houtsouls, et d'un autre côté, le parti communiste ukrainien, furieux, d'autant plus furieux que à la première du film à Kiev, il y a un scandale, un vrai scandale politique, parce que dans le même temps, on est en 74, non, on est en, je ne sais plus la date, excusez-moi, je vais retrouver, 64, excusez-moi, en 64, on est en 64, et il y a toute une bataille entre les premiers dissidents. On est à la fin du dégel, si vous voulez. C'est-à-dire à la fin de cette période de Khrouchtchev, où il y a eu une certaine libéralisation dans le cinéma, parmi les écrivains. On arrive à la fin de ce dégel, et donc quand le film sort, il y a déjà des phénomènes de contraction, et les garants de l'idéologie officielle sont pas très contents du film, parce qu'ils le trouvent un peu trop mystique, un peu trop... c'est une légende, c'est un conte, il y a des scènes fantasmagoriques, donc ça ne cadre pas trop avec le réalisme socialiste, évidemment. Mais bon, on l'a laissé sortir, sauf que à la première, il y a plusieurs des nationalistes ukrainiens qui vont devenir les premiers dissidents ukrainiens qui organisent, au moment de la première, une manifestation pour la défense de la langue ukrainienne, pour que la langue ukrainienne soit mieux enseignée dans les lycées, dans les écoles, et en défense de un ou deux de leurs amis qui viennent d'être emprisonnés pour leurs actions militantes en faveur de la culture ukrainienne. Et Parajanov, qui est comme il est, lors de cette première, fait un discours où il défend lui-même ses dissidents, et il défend la langue ukrainienne en estimant qu'elle n'est pas assez utilisée dans le cinéma. Et donc c'est à la fois, voilà, un acte, son film est une action, une sorte de provocation et de rébellion, et en même temps, il rentre lui-même dans cette
dans cette perspective. Et il fera ça à plusieurs reprises, si bien que, effectivement, à chaque fois, les autorités, le KGB tournent autour de lui en essayant de le surveiller, accumulent les notes sur ses discours publics ou privés chez lui, puisqu'il y a des mouchards qui viennent à ces soirées. Donc, et c'est pour cette raison que, effectivement, il va être inquiété et finalement emprisonné la deuxième fois en 1974. Heureusement, il propose plusieurs projets de films après le succès de ce premier chef-d'œuvre. À cette époque, il n'a pas le droit de voyager, parce qu'il est déjà suffisamment suspect et suffisamment marqué par ces déclarations enflammées. On ne le laisse pas sortir, bien que le film soit invité, et le film va avoir toute une série de prix dans différents festivals, mais lui n'a pas le droit de sortir, et il reste donc à Kiev. Il propose plusieurs projets de scénario certains sont acceptés, on commence même certains tournages, il y a des bouts de films du coup qui existent, qu'on a retrouvés, mais ils sont bloqués parce que soit on trouve que c'est trop esthétisant, c'est trop mystique, c'est pas assez réaliste soviétique. Dans le même temps, il défend ses collègues. Par exemple, quand Tarkovsky sort Andrei Roubliov, le film ne plaît pas, pour des raisons assez proches finalement à la censure soviétique, qui refuse de le distribuer, qui refuse de l'envoyer dans les grands festivals, et Parajanov prend la défense de Tarkovsky, dont il est devenu un ami. Et si bien que il va être arrêté, et en dépit il y a tout un comité de soutien qui va se former autour de lui. Entre-temps, il a tourné donc, ce film extraordinaire, Sayat-Nova, à Erevan, en Arménie. Un film extraordinaire par son audace esthétique. Le public est partagé, le public soviétique ne suit pas. Quand le film sort en URSS, les gens sont décontenancés, parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... c'est une succession de plans, souvent fixes, avec des personnages... Enfin, c'est extrêmement spectaculaire et très, très beau, et en même temps très inhabituel pour le public de cette époque, ce qui fait qu'en URSS, le film est mal accueilli, mais par contre, il va avoir un succès considérable à l'étranger. Il est mal accueilli en URSS, et en plus, du coup, la censure s'en mêle. Alors, on trouve qu'il traite mal la vie réelle de ce grand poète. Du coup, on interdit que le titre du film soit Sayat-Nova, et on lui impose un nouveau titre qui va être trouvé par un critique, Youdkevitch, qui va non seulement proposer un autre titre au film de Parajanov, ça va être La couleur de la grenade. Il est vrai que les grenades jouent un rôle très important dans le film. Et deuxièmement, qui va, je ne sais pas quoi dire, oser, peut-être que ça a été en partie quelque chose qui a sauvé le film, en partie aussi. Il va refaire le montage de Parajanov, ce qui fait que le film de Parajanov, La couleur de la grenade, va sortir dans une version remontée par Youdkevitch, et que Parajanov lui-même trouvait détestable, tout simplement parce que ce n'était pas son film. Youdkevitch a coupé des scènes, il y a 20 minutes de moins, quelque chose comme ça, et coupé des scènes importantes, et refait un montage. Enfin, donc, évidemment, ce n'est plus la même œuvre. Et c'est ensuite, donc, après cette... Mais malgré tout, le film va être... ça va faire que... Ça va assurer sa renommée internationale, si bien que
quelques années plus tard, en 73, 74, quand il va y avoir son arrestation, son procès, il y a un comité de soutien très important qui va se réunir, beaucoup de cinéastes, d'écrivains, mais il va falloir attendre 4 ans pour qu'enfin, à la suite de démarches de Lily Brick, il était devenu ami de Lily Brick, une des femmes de Mayakovsky, de son mari, Catanian, et Lily Brick, dont la sœur était Elsa Triolet, écrivain, qui était allé s'installer en France, et qui était devenue la femme de Louis Aragon, membre éminent du Parti communiste français, qui va réussir en fait qui va être invité à Moscou et qui va demander et obtenir finalement la libération de Parajanov 1 an avant la fin de son 2e emprisonnement. Mais c'est un Parajanov affaibli qui sort. On est donc en 77, 78. Il se réinstalle à Tbilissi, mais on ne le laisse pas tourner. Et c'est là qu'il va se lancer en grand dans son autre œuvre, c'est-à-dire les collages, les poupées, les chapeaux, les dessins, en utilisant, vous l'avez vu vous-même si vous avez été voir l'exposition, tous les matériaux possibles et inimaginables. C'est quand même vraiment, de ce point de vue-là, la magie de la transformation de l'objet en œuvre artistique, que depuis les morceaux de verre, des morceaux de faïence, des morceaux de tissu, mais aussi, vous avez vu, des morceaux de peigne, des morceaux de brosse. Enfin, c'est vraiment, et à chaque fois, avec une inventivité tout à fait extraordinaire. Il y a eu une exposition, donc à Tbilissi, il avait à la fois des ennemis, plus exactement des détracteurs, c'est-à-dire des gens, ça pouvait être des cinéastes, ça pouvait être des critiques ou des intellectuels, qui considéraient que c'était un provocateur qui déstabilisait la vraie culture géorgienne. Et au fond, c'était ça un peu le reproche qu'on lui faisait, d'avoir les 2 films principaux, les 2 longs métrages qu'il a tournés avec Gruzia Film, avec l'aide de ses amis, c'est-à-dire le directeur des studios Rezo Chreizé, le secrétaire de l'Union des cinéastes, qui à l'époque était Georgi Shengelaya, un cinéaste lui-même, et sous la protection, on peut dire, de Shevardnadze, les films qu'il réalise dérangent les intellectuels nationalistes géorgiens. C'est-à-dire ceux qui défendent la pureté de l'histoire géorgienne, la pureté de la culture géorgienne, et qui ne supportent pas qu'un non-géorgien, même s'il est né à Tiflis, s'empare de leur histoire, ou d'éléments de leur histoire, ou de légendes, ou de récits tirés de la littérature géorgienne, et en face des œuvres qui, selon eux, n'est pas tout à fait convenable. Si bien que quand nous invitons Parajanov à Paris, dans le cadre d'une délégation de cinéastes géorgiens, il va y avoir des critiques extrêmement dures contre les Géorgiens qui l'ont aidé, c'est-à-dire le directeur des studios et Shengelaya, le président de l'Union des cinéastes, en disant « Parajanov n'a pas sa place dans une délégation de cinéastes géorgiens ». Heureusement, on est passé outre, et heureusement, on a pu l'inviter, mais il faut tenir compte de ce contexte qui explique pourquoi, c'est à peu près dans les mêmes époques, la première exposition de ses œuvres collages, etc., à Tbilissi, c'est en 87, et en 87, ça n'attire pas tellement l'enthousiasme des musées géorgiens, et par contre, ce sont les Arméniens d'Erevan qui viennent voir ça et qui vont, à ce moment-là, proposer à Parajanov d'organiser un musée
chez eux, le musée qui existe aujourd'hui et avec lequel le musée Perra a collaboré pour faire cette exposition. Et donc finalement, malheureusement, quand il est mort en 1990, toutes les œuvres, enfin malheureusement, c'est idiot, heureusement, les Arméniens ont fait cette proposition, ce qui fait que toutes ces œuvres ont effectivement été conservées et qu'on peut les voir dans le musée qui lui est consacré. Et je dis malheureusement, c'est que les Géorgiens, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas réussi à faire ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps, c'est-à-dire consacrer un lieu réel à la mémoire de Parajanov. Il y a une mémoire quand même à Tbilissi, c'est qu'il y a un sculpteur. Vous avez vu peut-être cette photo qui est en haut, où on voit Parajanov qui descend une rue en courant, avec son manteau ouvert, comme ça, comme s'il volait. Et c'est une photo qui a été prise par vraiment le grand photographe de Parajanov à Tbilissi, et qui était le jour de sa libération en 1978. C'est-à-dire juste après sa libération en 1978, non, en 82. Juste après sa libération, il descend sa rue en volant comme ça, de joie d'être de nouveau libre. Et donc, il y a une sculpture en bas, dans le vieux Tbilissi, en bas, dans un des quartiers touristiques, où on a reproduit en bronze ce Parajanov qui vole comme ça. Et donc, voilà, il y a une petite mémoire de Parajanov. En même temps, voilà, son œuvre est sauvegardée, on peut la voir, pour ceux qui vont jusqu'à Erevan, on peut la voir ici aujourd'hui, et je crois que c'est vraiment, certainement, ce double héritage, au fond, de ces films, qui sont quand même tous remarquables, même s'ils ne sont pas tous des chefs-d'œuvre, mais qui sont fascinants par cette faculté, au fond, de créer une œuvre originale dont on voit bien les sources d'inspiration, qui est parfois dérangeant, qui est parfois inattendu, qui n'est pas toujours totalement réussi. Je pense en particulier au dernier film, à Chickerib, il y a des scènes formidables, et puis il y a des longueurs, et il y a d'autres... Et en même temps, l'œuvre picturale, ou picturale entre guillemets, qui nous laisse en héritage, et qui vraiment a marqué une ou deux générations, à la fois de cinéastes, de cinéphiles, et d'amateurs d'art contemporain. Voilà, je crois que j'ai peut-être parlé un peu trop longtemps de m'avoir...